Miquelon face aux vagues. Le village de Miquelon se situe sur l'île du même nom, à 3 mètres seulement au-dessus du niveau de la mer, et il abrite 600 habitants sur le chemin de nombreuses tempêtes. Il y a quelques années, l'élaboration du plan des risques littoraux met en évidence les menaces qui pèsent sur le territoire et limite drastiquement le développement du village. Les habitants et les habitantes attachés à leur lieu de vie protestent contre cette perspective et proposent de redévelopper le village ailleurs, sur un territoire plus en altitude. L'État met alors en place la démarche des ateliers des territoires, qui progressivement esquissent un avenir au lieu. Pour en apprendre plus sur cette démarche, sur ces projets, je rencontre Laurent Pinon, directeur de l'agence Métamorphose Urbaine, qui a animé ces ateliers sur l'île de Miquelon. Je suis Sylvain Griseux, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde de Nantes. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Laurent Pinon, bonjour. Bonjour Sylvain. Laurent, tu es directeur de l'agence Métamorphose Urbaine. Alors, tu vas nous raconter ce qu'est cette agence. Mais on est là pour parler de Saint-Pierre et Miquelon, de Miquelon même plus précisément. Bref, bon, pas mal de sujets, on va essayer de se concentrer là-dessus. Je vais peut-être d'abord te laisser, commencer par te laisser te présenter et puis nous présenter l'agence brièvement. Bien, Métamorphose Urbaine, c'est une agence d'urbanisme qui est toute jeune puisqu'elle a été créée cette année autour de la notion de transformation des territoires. Et le projet de Miquelon, de ce point de vue-là, incarne vraiment la métamorphose que peut connaître un territoire. Et donc, on accompagne les maîtrises d'ouvrage essentiellement publiques eh bien, dans leur stratégie territoriale jusqu'à leur programmation urbaine, voire architecturale. Donc, on essaye d'orchestrer comme ça des changements, des transformations de quartiers, de morceaux de ville, eh bien, sur plusieurs années. Alors, c'est le cas notamment à Miquelon. On va en parler dans le détail. On va parler de la mission que vous menez, du projet que vous menez là-bas. Mais peut-être que tu peux nous raconter aussi Saint-Pierre et Miquelon. Alors déjà, où c'est ? Je crois que c'est pas clair pour tout le monde. Mais Miquelon aussi, qu'est-ce que... C'est quoi ? L'île, le village, mais aussi les enjeux de ce territoire insulaire. Alors Miquelon, en effet, c'est un territoire souvent fantasmé. On le connaît, mais finalement, on ne sait pas forcément le localiser. Et donc, on est bien à 4300 km de la France métropolitaine. On est aux portes du Canada, donc en Amérique du Nord. Et on est sur un archipel composé de l'île de Saint-Pierre et de l'île de Miquelon-Langlade. Voilà, un archipel qui a 6000 habitants. Et donc, ces 6000 habitants, eh bien, il y en a 10% seulement qui habitent dans le village de Miquelon. 600 habitants sur une île qui fait deux fois la taille de Paris. Tandis que Saint-Pierre, eh bien, c'est l'inverse. Ils sont 5400, mais sur un territoire beaucoup plus petit. Donc, on est sur un territoire atypique pour la France en général.
puisqu'on a on est dans une géographie subarctique et donc qui est concernée notamment par les remontées des dépressions post-tropicales qui finissent leur course ici et qui justement ont un impact assez fort sur ce village qui est lui localisé à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc voilà, un territoire très particulier qui connaît depuis 4-5 ans une grande réflexion autour de son évolution. Alors, notamment parce que on a une forme d'intensification de ces périls, ou en tout cas une prise de conscience. Aujourd'hui, évidemment, le bouleversement climatique n'est pas pour rien. Il y fait chaud, mais il fait surtout froid. Et on a des tempêtes qui sont présentes. C'est le climat canadien. On n'est pas dans les Caraïbes du tout. Aujourd'hui, des risques qui s'intensifient, des réflexions qui s'amorcent. Est-ce que on peut raconter alors une partie de l'histoire que tu n'as pas forcément vécue pour le coup, mais quand est-ce que cette notion de risque apparaît ou plus exactement réapparaît sur l'île ? Bien, la prise de conscience commence avec l'élaboration d'un document réglementaire, donc le plan de prévention des risques littoraux, qui commence à être élaboré en 2018 et qui part la création de cartes qui mettent en évidence l'aléa et puis sa conséquence, le risque sur les biens et les personnes. Bien, ces 2 documents matérialisent une évidence. Le village de Miquelon est menacé, alors à différentes échéances, à très long terme de façon certaine, à court terme parce qu'on n'est pas à l'abri justement d'une tempête, et il y en a eu une en 2022. Mais donc cette prise de conscience, elle commence par l'élaboration de ce document réglementaire. Et on peut dire que la compréhension du risque, elle est immédiate pour tous les habitants. Là où il y a une manifestation citoyenne, c'est plutôt par la conséquence qu'implique ce document, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de se développer dans le village de Miquelon. Et ça, c'est inconcevable pour la population et les élus qui les représentent. Indépendamment d'une exposition à un risque, les habitants sont accrochés à ce bout de territoire et ils veulent continuer à l'habiter. Donc on est sur un processus administratif classique qui a touché beaucoup de territoires en France et pas que dans les dom-toms, ici aussi dans l'Hexagone. Modélisation vient objectiver le risque et puis quelque part une déclinaison réglementaire avec une forme de logique et de froide rationalité. Mais là on a des réactions tout le temps, mais là on a des réactions importantes, des réactions de rejet, non pas du fait qui est accepté, mais de ses conséquences. Oui, il y a un risque, mais on a le droit quand même d'exister, donc de se développer. Oui, tout à fait. C'est même pas un rejet contre le plan de prévention des risques littoraux. Ce qui est énoncé, alors bien sûr, il y a toujours des personnes qui peuvent dire que les données utilisées sont pas les bonnes, mais au-delà de ces remises en question très marginales, on est surtout sur la conséquence, un rejet de la conséquence, ou en tout cas l'absence de proposition d'une stratégie de développement. Et c'est bien ça en fait qui génère le projet qu'on connaît actuellement, c'est que qualifier l'aléa et le risque, c'est bien, c'est même essentiel. Par contre, ne pas proposer en parallèle une stratégie de développement qui en tienne compte, eh bien ça pose question. C'est intéressant parce que là, ça fait une articulation qu'on pourra peut-être garder pour plus tard ou pour ailleurs. C'est à un moment objectiver le risque, ça fait pas projet, et ça fait pas projet de vie collective. Donc c'est pas parce qu'on intègre le risque pour le coup à l'avenir du territoire. Penser le risque nécessite quoi qu'il en soit aussi de penser un futur au territoire, pas nécessairement sans le risque, mais faire projet quoi qu'il en soit. Oui, c'est ce qu'on peut voir sur d'autres territoires aujourd'hui. On parlait de zones d'activité qui sont concernées par des PPRI. Je pense que l'ensemble des territoires qui sont concernés par un aléa et un risque ne peuvent se contenter uniquement de ce classement, de ce zonage. Il y a besoin de proposer une solution, à minima, pour savoir ce qui se passe dans ces secteurs-là. Que devient-on avec ce risque-là ? On voit que les assurances aujourd'hui, elles, ne traînent pas avant d'émettre des sanctions assez fortes pour certains territoires. Donc là, on est dans le même cas de figure, c'est-à-dire que, OK pour intégrer ça, pour certains, ils le savaient déjà, donc ça venait objectiver. Par contre, quelle solution ?
Et on est là donc, on est sur un moment de tension, un moment de rejet de cette, finalement un atterrissage, réglementaire brutal, de ce plan de zonage. C'est à ce moment-là que vous intervenez? On intervient un peu après, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a cette annonce, beaucoup d'habitants se manifestent et viennent signaler à leurs élus, au préfet, au ministre en déplacement sur le territoire, un site sur lequel ils aimeraient se projeter. Et ils viennent symboliquement planter une pancarte, l'avenir c'est ici, et délimiter des parcelles sur un territoire qui, lui, est en altitude et permettrait d'apporter un développement au village. On ne parlait pas encore de déplacer le village, on parlait simplement de pouvoir continuer à se développer sur d'autres terrains. Oui, d'accord, donc ils font eux-mêmes finalement le geste de mouvement, en actant qu'on peut plus se développer sur les secteurs menacés, mais pour autant, il y a d'autres endroits et on pourrait s'y développer. Voilà. Et à ce moment-là, l'État propose aux élus qu'il accepte la démarche d'atelier des territoires, qui est celle qu'on mobilisera donc en 2022. On intervient dans ce cadre-là, donc un cadre extrêmement ouvert, sous un pilotage commune de Miquelon, État représenté par la DETAM et collectivité territoriale, pour apporter une réponse à la question « Quelle stratégie de développement urbain pour le village de Miquelon ?» Alors, on peut peut-être s'arrêter 15 secondes là-dessus, parce que la méthodologie des ateliers du territoire, elle est assez particulière quand même. Peut-être avant de rentrer sur le projet, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler un peu les fondamentaux de cette méthode finalement? Je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, c'est un dispositif qui est piloté indirectement par l'État, avec une très forte implication des territoires pour le coup. Ça ne s'appelle pas pour rien atelier des territoires. Mais dans le fond, il y a des équipes qui sont recrutées, mais il y a une méthode un peu particulière. La méthode qui a été retenue pour Miquelon, ça a été de se donner un an pour pouvoir traverser les différentes saisons du territoire, puisque, on l'a rappelé en introduction, il y a un hiver très long, il y a un été très court, et puis il y a toutes ces intersaisons. Donc il fallait que ça se déroule forcément sur un an. Et comme c'est très loin, on a retenu 4 séquences d'ateliers qu'on a appelées résidences, puisqu'on y passait une semaine à chaque fois. Et donc en 4 semaines, sur un an, il faut pouvoir aboutir à un plan d'action et faire en sorte que celui-ci soit le plus partagé par l'ensemble des acteurs. Alors, ce qui est intéressant, on retrouve cette logique de résidence ou de séquence, c'est-à-dire une présence continue pendant quelques jours, souvent une semaine, à la fois des experts qui sont mobilisés, notamment les compétences en urbanisme, donc qui sont in situ de façon durable, ce qui permet aussi de s'immerger dans le site, mais surtout de rencontrer les acteurs. On va retrouver ça aussi dans la méthodo qui est déployée, y compris dans l'Hexagone. Mais c'est intéressant de voir qu'on a à la fois une présence, on reste présent, on ne va pas sur site juste pour un comité de pilotage. Cette idée de résidence, je pense, elle permet aussi d'avoir une certaine légitimité par rapport aux acteurs locaux et puis un regard un peu acéré. Mais en même temps, tout ça est assez dense. On se donne un temps et puis il faut que ça sorte. En un an, il faut que ça sorte. On ne va pas y passer 3 ans. Oui, et même pour appuyer ça, il y avait une volonté très forte des élus et du maire en particulier sur le fait que la population soit impliquée. Dans un village de 600 habitants, en réalité, un élu, c'est aussi quelqu'un qui est dans le développement économique et qui est aussi un habitant. Donc, en réalité, chaque personne rencontrée, elle couvre potentiellement trois métiers. Donc, être sur place, c'était essentiel pour avoir l'opportunité d'échanger avec un maximum de personnes. C'est-à-dire que même la notion de progression, elle était installée dans les semaines de résidence. C'est-à-dire qu'on commençait le lundi par un brief de ce qu'on envisageait, et il fallait que le vendredi soir, on ait parcouru un chemin et qu'on acte déjà pas mal de choses. Donc il y avait vraiment une démarche de projet assez incroyable, parce que tout le monde se mettait en situation de nous ouvrir les portes, de nous ouvrir aussi ce qu'ils avaient dans leurs esprits, de manière à co-construire ce projet. Et c'est vrai qu'on a réuni des experts, mais le point clé était vraiment cette question de co-construction avec l'ensemble des acteurs et de cheminer ensemble. Parce qu'on n'avait aucune idée de la conclusion à laquelle on aboutirait au bout de cette année. Alors attends, on va pas aller à la conclusion tout de suite. Peut-être raconte-nous l'arrivée, la découverte de ce territoire particulier quand même.
On débarque, il y a du décalage horaire, c'est pas du tout les mêmes paysages. Comment ça se passe ce moment-là? Il y a le moment de l'arrivée qui commence dès Paris, c'est-à-dire qu'arriver à Miquelon, c'est ce qu'on appelle la double insularité, c'est-à-dire qu'il faut prendre l'avion jusqu'à Montréal, puis un autre avion pour aller à Saint-Pierre, puis un bateau pour aller à Miquelon. Donc on met 24 heures pour arriver. C'est un des territoires d'outre-mer qui est finalement les plus éloignés, qui passe par un pays étranger pour arriver à Miquelon. Donc en plein Covid, c'était assez rock'n'roll. Ouais. Donc c'est loin. Et ce sentiment-là, on le ressent évidemment. C'est un territoire qu'on ne connaît pas, puisque quand on répond à l'offre, on n'a pas pu y aller. Et donc pour ça, dans l'équipe, on avait une spécialiste de la géographie insulaire, Anne Solange-Muis, qui, elle, avait cette connaissance de ce qu'est une île et de comment on habite une île. Et donc on arrive de façon extrêmement modeste, en disant, voilà, on est d'une certaine manière à votre disposition pour construire la stratégie qui collera à vos besoins. Donc on est dans une première semaine de rencontres avec ce territoire et de mieux en saisir toute l'histoire très particulière et qu'on ne connaît pas en métropole. Donc c'est avant tout une rencontre pour commencer à construire la réflexion. Et en une semaine, on commence à se rencontrer, enfin on se jauge dans ce type de mission-là, et manifestement vous n'arriviez pas non plus en terrain conquis. L'accueil a été très positif. Je pense que la démarche était attendue, et elle était vue, pas comme la démarche de la dernière chance, mais elle était vue comme cette démarche, il faut qu'on la saisisse pour avoir un projet ambitieux. Donc on s'est mis vraiment à la disposition des habitants qui ont été nombreux à nous parler. Les élus se sont aussi fortement mobilisés pour nous faire découvrir tout ce qui faisait la particularité de Miquelon. Donc tout le monde s'est mobilisé, ça n'a pas été très difficile de se faire accepter et de rentrer en contact. Donc on va dire que le lien s'est fait dès le premier jour et pendant cette première semaine, et il est continu maintenant depuis 3 ans. Alors si on saute quelques étapes, qu'on aboutit à cette fin d'année finalement, enfin 1 an de travail, c'est quoi? C'est 4 déplacements en fait? C'est 4 déplacements. Ouais, 4 séminaires d'une semaine sur place. Finalement on aboutit sur... on arrive sur quoi? Est-ce qu'on arrive à faire... comment on fait projet dans des conditions aussi complexes? On fait projet en engageant les partenaires. C'est-à-dire que la mission, sur 1 an, on ne peut pas construire un projet précis, c'était même pas l'objet. Par contre, il fallait à tout prix que la stratégie soit, elle, aboutie. Et c'est à ça qu'on parvient. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre tout le monde d'accord sur le fait que une des stratégies possibles pour le village, c'est d'envisager son déploiement sur un nouveau site. Alors le terme déplacement, il s'emploie aujourd'hui, mais il ne peut pas qualifier ce qui se passera réellement. C'est-à-dire qu'on est sur cette métamorphose du village qui va progressivement se laisser la place là où il est à une renaturation ou autre, en tout cas un espace beaucoup plus naturel, et va progressivement être translaté sur un nouveau lieu. Donc c'est un déploiement du village sur un nouveau lieu, plus que réellement son déplacement en tant que tel. Et cette stratégie-là, elle s'écrit, elle se pose avec une série d'engagements, donc une charte d'engagement des partenaires, sur lesquels le maire de la commune, le préfet et le président de l'ACT s'engagent. Et on dit, OK, la démarche d'atelier des territoires, elle se termine. Par contre, commence la mise en place d'un projet de déterritorialisation du village de Miquelon à l'endroit qu'on lui connaît aujourd'hui, et à une reterritorialisation sur un nouveau site. C'est intéressant tout ce vocabulaire, déterritorialisation, reterritorialisation, excuse-moi, pour pas dire déménagement. Ouais. Parce que c'est un processus plus long, plus complexe, sans doute plus progressif en tout cas que le fait de libérer les lieux comme ça d'un coup, mais en même temps, tu commençais à le souligner au début, c'est pas tout à fait ce qu'ont réclamé les habitants au moment où il y a eu ce rejet de la cartographie des risques. Où là, c'était on veut pouvoir se
développer sur ce nouveau secteur. C'est le même secteur qui est concerné pour la reterritorialisation, je vais y arriver. Mais il y a eu quand même un glissement. Il est compris celui-là, localement? Plus que compris, en fait, il a été souhaité. C'est-à-dire qu'on a été au service de l'écriture de ce cheminement intellectuel de l'ensemble des habitants. C'est-à-dire que, pas spécialement nous qui ayons dit ce serait bien de déplacer, d'aller là-bas. Nous, on a accompagné avec eux l'idée que finalement, développer quelques parcelles sur un nouveau site, c'était peut-être pas ça un avenir durable pour le village, parce que le reste du village serait toujours menacé. Et que finalement, le projet le plus durable pour continuer à vivre Miquelon, c'était que progressivement, l'ensemble du village puisse être mis en dehors de l'aléa, et donc ne soit plus un village en situation de risque. Du côté habitant, justement, comment tu as vu le cheminement des uns et des autres? Et quand je dis habitants, c'est élus, de ceux qui vivent le lieu, finalement, en continu, quel que soit leur statut. Comment tu as vu l'évolution de cette, pas une prise de conscience, mais en tout cas, l'évolution des positions? Qu'est-ce qui a fait changer? Tu parlais d'une tempête en 2022 qui n'a pas eu des conséquences catastrophiques, mais qui manifestement a un peu changé le point de vue des uns et des autres. La tempête Fiona a marqué les esprits parce qu'elle aurait pu passer sur Miquelon, et en fait elle a dévié très tardivement sur les îles de la Madeleine, donc un peu plus à l'ouest, où là par contre il y a eu des conséquences très fortes avec des maisons embarquées par la mer. Donc là on est sur des îles canadiennes? Sur des îles canadiennes qui sont un peu plus dans l'estuaire. Ils sont vraiment pas loin. Et il y a d'ailleurs des liens entre les îles de la Madeleine et l'archipel. Mais les images ont marqué les esprits parce qu'il était facile de se projeter dans le même type de situation. On va dire que ça a pu en tout cas convaincre certains ménages que le risque était réel et que ça pouvait survenir dès demain. Je pense que ce qui a emporté l'adhésion, en tout cas l'adhésion qui se manifeste, c'est plutôt qu'à chaque semaine de résidence, on arrivait avec des avancées. Et des avancées de projet, ça le crédibilise. C'est-à-dire que la première semaine de résidence avait un peu pour objectif de bien qualifier la problématique. Stratégie de déploiement urbain, ça veut tout dire, rien dire. Est-ce qu'on reste sur place? Est-ce qu'on envisage un autre lieu? Et donc, chaque semaine, franchissant un nouveau pas, garantissant à chaque fois un soutien de l'État, qui a toujours été, qui a marqué son soutien à chaque étape, une collectivité territoriale qui également progressivement a exprimé son soutien au projet. Finalement, les habitants se sont dit, ok, ce projet paraît peut-être surdimensionné. Pourquoi d'un seul coup on s'intéresserait à un village de 600 habitants et pourquoi on mettrait ça en place? Si, en fait, l'ensemble des acteurs ont considéré que c'était en plus une stratégie souhaitée par une grande partie des habitants, portée par les élus, soutenue par l'État, et à chaque fois ça devenait de plus en plus crédible. Donc plus la crédibilité avance, plus les habitants se disent « Ok, on peut s'autoriser à y croire ». C'est plutôt s'autoriser à y croire qu'en douter. Oui, puisque c'était déjà dans la tête, puisque c'était dans les revendications, peut-être pas aussi bien formalisées ou revendiquées, mais c'était déjà là. Mais ce que je comprends aussi, c'est que, j'ai l'impression de comprendre, en tout cas dans ton propos, c'est qu'il y a un dialogue habitant, élus locaux, les humains qui habitent le lieu, mais il y a aussi un dialogue institutionnel qui se passe au travers de ces temps de présence, et puis aussi dans les interstices, puisqu'il y a quand même une évolution de la posture de l'État. On n'est plus sur un périmètre de risque et une interdiction globale, et quelque part le fait qu'il y ait une optique de développement sur une partie de ce territoire-là est déjà une évolution en fait. Ouais, après c'est pas tant une évolution qu'une sédimentation, c'est-à-dire que l'État n'a jamais re-questionné son PPRL. Le PPRL, il est toujours valable aujourd'hui d'ailleurs. C'est simplement de se dire un PPRL n'est pas suffisant pour engager un développement. Développement d'ailleurs qui se fait à l'échelle de la collectivité territoriale et des communes. Donc l'État n'avait rien à voir dans la stratégie de déploiement urbain. Mais c'est plutôt le fait de retrouver
à la fois une fenêtre pour parler de l'aléa du risque, une fenêtre pour parler du développement urbain, une fenêtre pour parler du soutien institutionnel, tout réunir en une semaine et y revenir tous les 3 mois, ça fait projet et ça emporte l'ensemble des acteurs dans la démarche. Alors c'est aussi un des gros avantages de ces semaines-là, c'est quelque part, faut être là, quoi. Hein, pour mobiliser les gens, on peut caler les semaines très tôt et tout le monde doit se mobiliser. Il y a un petit aspect huis clos et il faut pas louper la date qui est assez efficace. C'est intéressant parce que finalement on hésite et on oscille entre cette notion de projet, cette notion de stratégie. On a à la fois la carte réglementaire qui impose des contraintes, qui est là et qui bouge pas. De toute manière, elle est fondée sur du réel. Et ça, c'est pas remis en cause et c'est inexorable. Quelque part, on ne sait pas quand viendra la vague, mais elle viendra nécessairement. C'est pas ça qui est remis en cause, c'est le fait que ce soit là, sans qu'il y ait un projet d'avenir, sans qu'il y ait finalement un débouché positif, en tout cas pour le territoire et ses habitants. Et tu oscilles entre projet précis, projet et stratégie. Finalement, quelle forme ça prend à la fin? Comment ça se matérialise? C'est pas très dessiné tout ça, non? Alors il y a du dessin, pourtant en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en effet on est sur une stratégie dessinée ou du projet stratégique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, en tout cas on n'a pas cherché à cocher les cases de livrables particuliers, on a fait ce qui était nécessaire. Ce qui était nécessaire pour les habitants et tous les acteurs, c'était l'engagement des partenaires. Donc là on est sur un texte. Voilà, c'est du récit. La charte, là. C'est la charte d'engagement. Donc là, on est sur un document très précis, coécrit, pour que chacun puisse le signer. Et puis, on a un plan, qui est un schéma co-dessiné, où on s'est mis, là encore, dans nos journées d'atelier, bien n'importe qui pouvait venir et nous dire, ce serait bien de dessiner le village de cette façon-là. Et on s'est mis, nous, en tant que dessinateur pour eux, à tenir le crayon et à ajuster les choses pour que on ait une première esquisse finalement de ce projet-là, sans connaissance véritable de là où on allait implanter le village, en termes de connaissance des sols, d'hydrographie. On le faisait sur les données disponibles. Donc ça ne pouvait être qu'un schéma. Et puis, on parle d'un village dans lequel les maisons sont toutes identifiables. Donc, très vite, on a commencé à travailler en maquette pour montrer comment les maisons pourraient s'implanter dans la pente, puisque le nouveau site est en pente, alors que le village actuel est à plat. Donc, on a été, même si on était dans une étape de stratégie, il y a eu des maquettes d'implantation des maisons dans la pente, un plan masse, on pourrait le qualifier ainsi, et puis un texte pour résumer les choses. Mais c'était parce que c'était nécessaire. Pour que tout le monde se projette, il fallait du dessin. Pour que tout le monde signe, il fallait un texte. Et donc, on a mobilisé comme ça les livrables importants à produire dans cette démarche-là, dans le temps imparti, pour que s'engage une suite opérationnelle. Donc, on a montré ce dont on avait besoin, ce qu'on avait besoin de voir. Mais pour autant, c'est pas ça le projet. Il va falloir l'écrire. C'est ce qui se passe depuis. Où est-ce qu'on en est? Comment les choses avancent depuis? Et puis comment ça s'articule cette histoire de reterritorialisation? C'est quoi matériellement, concrètement ce processus? Qui déménage quand, où, etc. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Alors, depuis l'atelier des territoires, il a fallu quand même 1 an, la même durée, pour réunir les financements d'études, consolider le réseau des partenaires, parce que l'atelier des territoires se termine sur une charte d'engagement, mais cet engagement, il faut le matérialiser en mission concrète. Ça prend 1 an. Donc la même durée pour lancer les études préopérationnelles et se mettre en ordre de marche. Et ce travail-là, on va dire qu'il se poursuit encore un peu aujourd'hui. Et là, depuis cette année, a commencé la mission qu'on pilote, qui est celle de beaucoup plus classique, de maîtrise d'œuvre urbaine, architecturale, paysagère et sociale, justement pour accompagner encore le processus de co-construction. Et donc on est dans une phase où là encore, on n'avance pas de façon linéaire, il y a une urgence à agir. Donc on est en train de lancer un permis d'aménager pour que 15 parcelles puissent être viabilisées dès l'année prochaine, qu'on puisse avoir un emplacement pour un équipement refuge, c'est la réunion
du centre d'incendie et de secours et d'une salle des fêtes pour accueillir la population en situation d'urgence, une zone d'assainissement. Donc là, on est vraiment sur, on va dire, la première phase la plus concrète qui se met en œuvre dès cette année. Et puis en parallèle, on continue l'élaboration, cette fois-ci, du village dans son ensemble. Et là, on se donne le temps, parce qu'on parle d'un village en entier, donc on a une année pour, cette fois-ci, posément stabiliser les choses et les rendre opérationnelles par la suite. Et donc ça, c'est le travail qui est engagé aujourd'hui, en parallèle de tout celui qui concerne justement cette déterritorialisation et reterritorialisation, puisqu'on peut avoir la mobilisation du fonds Barnier. Et donc là, aujourd'hui, l'État définit les conditions très précises d'emploi du fonds Barnier pour le village. Et donc c'est là où on pourra parler de transition foncière, un ménage qui habite aujourd'hui le village et qui souhaiterait s'implanter demain sur le nouveau territoire. Donc ça, c'est la partie technique. La partie sociale, elle est importante. C'est-à-dire que dès la première résidence, on a eu ce qu'on a conceptualisé par la suite comme les ménages pionniers. C'est-à-dire des ménages qui, habitant aujourd'hui dans Miquelon, ont dit nous, on veut en faire partie. On ne sait pas vers quoi on va. Par contre, comptez sur nous. Oui. Et on a commencé par une quinzaine de ménages, et aujourd'hui on en est à plus d'une quarantaine, qui eux jouent le jeu d'avancer avec nous, un nous général des acteurs, et qui disent on étudie la possibilité de construire une maison de l'autre côté, et de peut-être déconstruire notre maison actuelle. Et c'est là où on a cette déterritorialisation, c'est-à-dire la capacité à se dire qu'on va déconstruire sa maison, sa parcelle, pour la reconstruire, se reterritorialiser de l'autre côté. Et ça, c'est une mécanique qui commence tout juste à se mettre en place, parce qu'elle est, elle est assez innovante finalement à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est un processus qui se met en place. Et un autre élément important, c'est que se territorialiser, c'est aussi avoir des usages, des pratiques sur le lieu qu'on va habiter. Et donc là, on a commencé, il y a quelques semaines, à tracer le premier chemin sur le nouveau site. Il y a une géocénographe qui va intervenir aussi, et qui en septembre va organiser un événement pour partir du village actuel et aller sur le nouveau site pour installer une forme de rite, finalement, sur ce nouveau lieu. Et qu'au fur et à mesure, il y ait une forme d'évidence à ce que le village poursuive son développement là-bas. On a une idée de l'horizon d'installation des premiers ménages pionniers dans ce lotissement-là, des 15 lots On lance cette année, donc en fin d'année, on devrait pouvoir lancer la consultation pour les premières parcelles, de manière à ce que la viabilisation soit faite en 2025 avec le début des premières constructions, et dans l'idée qu'en 2026, on puisse avoir des ménages qui habitent sur le nouveau site. Et d'un point de vue juridique, on est sur des propriétaires qui restent propriétaires, qui bénéficient du fonds Barnier, donc pour leur projet de reterritorialisation, qui cèdent à la collectivité le foncier libéré. Comment c'est écrit tout ça? On s'est calé? C'est en train de s'écrire, et la transition foncière sera inédite, on va dire, pour Miquelon, mais de façon très classique, c'est le fonds Barnier qui s'appliquera pour l'ensemble des maisons du village. Donc là, on est sur un processus assez simple de vente du foncier à une collectivité, quelle qu'elle soit. Donc là, on va dire que les ménages actuels vendront leur propriété, et ensuite, est-ce qu'ils loueront, achèteront, ça on ne le sait pas encore, mais en tout cas, la transition reste assez classique. Par contre, l'articulation de la déconstruction, de la reconstruction, là, on sera sur un point assez inédit et qui reste encore à bien formaliser. On est au milieu du gué, je ne sais pas si l'expression est la bonne, sans doute pas, mais en tout cas, tout ça s'écrit en marchant quelque part. Aujourd'hui, toi, de cette expérience-là, vous tirez quelque part des enseignements, des regards ou des apprentissages qui percolent ailleurs, sur d'autres territoires, d'autres lieux, ou est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de très singulier? Alors, ça reste extrêmement singulier par la géographie, mais aussi par le contexte réglementaire local. Cependant, on peut retenir quand même le fait que
plus il y a une transparence sur le devenir d'un territoire, transparence notamment auprès des habitants, plus en réalité, certes, on s'expose à la critique, on s'expose aux doutes, et il faut pouvoir gérer ces expressions-là. Malgré tout, ça nous permet d'avancer très vite dans des solutions, puisqu'elles sont, je ne vais pas dire en permanence partagées, mais elles sont régulièrement partagées avec la population. Et ça, c'est quand même la grande qualité des élus sur place, qui ont accepté que le dialogue soit en totale transparence avec les citoyens, qui nous ont vus cheminer. Mais quand je dis nous ont vus cheminer, tout le monde s'est vu cheminer ensemble, puisque tout le monde fait partie de cette co-construction. Et c'est là quand même une des clés, je pense, pour certains projets qu'on essaye de mener ailleurs, c'est de pouvoir construire le devenir d'un territoire tous ensemble, en tout cas toutes les parties prenantes qui souhaitent y participer, de ne pas avoir peur du doute dans un projet, de ne pas considérer qu'il faut avoir une réponse extrêmement sûre avant de revenir vers la population, et qu'on a le droit d'exprimer qu'on ne sait pas, mais qu'on fait tout pour y parvenir. Et c'est sûr que c'est plus simple quand on revient 3 mois après avec, entre guillemets, des bouts de nouvelles, mais sur la transition foncière, je pense qu'on en parle depuis la première résidence en 2022. On est rendu mi-2024, on a avancé, mais on n'a toujours pas encore la réponse très précise. Et pour autant, ça n'empêche pas du tout d'avancer. Et ça, c'est la grande leçon de Miquelon. C'est que tout le monde est, si je reprends l'image, tout le monde est dans le même bateau pour avancer dans le projet. Oui, mais c'est pas évident, enfin, à la fois d'aller vite tout en acceptant d'hésiter, partager le doute. On évite de prendre des risques, surtout sur des sujets aussi sensibles. Il y a rapidement des réflexes de maîtrise de la communication, on vérifie ce qui sort. Voilà, éviter les risques, éviter les problèmes, éviter les erreurs de communication, c'est quand même l'histoire de tout projet sensible. Là, c'est un peu l'inverse en fait, hein. C'est plutôt écrire collectivement, partager le doute et admettre qu'on ne sait pas exactement où on va. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe un peu de cette logique de territoire sentinelle qui dit aussi aux autres finalement ce qui vient, hein, qui est au-devant des choses et au-devant des coups, à une logique peut-être de précurseur. En tout cas, là, c'est se tendre des choses, à la fois en termes de méthodologie, mais aussi en termes de projets concrets, qui peuvent inspirer d'autres territoires, pas pour faire la même chose, mais en tout cas pour en tirer des leçons. Il y a un travail de capitalisation qui commence, que tu as amorcé, quand je dis toi, vous avez amorcé collectivement avec un ouvrage dédié, alors pas que à Miquelon, hein, aussi à d'autres territoires qui ont d'autres vies, mais qui sont aussi soumis aux vagues, qui s'appelle Territoire submergé, un ouvrage collectif dont on mettra la référence dans les commentaires du podcast. Mais toi, tu as peut-être d'autres références ou d'autres idées de lecture en ouverture sur ce sujet à nous proposer? Alors, on a, je pense qu'un des points clés de Miquelon, c'est que la majorité des constructions résidentielles ont été autoconstruites. Oui, mais ça c'est important, c'est qu'il y a un vrai savoir-faire aussi, et ça c'est une autre particularité C'est du une territoire. autre particularité de Miquelon, c'est qu'on a des ménages qui ont construit leur maison, et c'est la maison d'une vie. Et donc ça c'est un point important, et quand on parle d'envisager un devenir sur un autre foncier, beaucoup d'habitants nous disent est-ce que j'ai le droit d'emporter mes meubles? Donc bien sûr pour les meubles, mais quand on a auto-construit sa maison, les meubles deviennent vite des fenêtres, des murs et une toiture. Et donc la question du réemploi, elle est essentielle pour le village de Miquelon. Et donc aujourd'hui, il y a un ouvrage aussi dans la maison d'édition Terre Urbaine de Philippe Simet, qui est Bâtir avec ce qui reste. Et je pense que ça s'adapte bien, en tout cas ça nourrit bien nos réflexions. Et ce serait la plus belle des métamorphoses pour le village de Miquelon, que de se reconstruire avec ce qu'il est aujourd'hui. Il le sera avec ses habitants, mais il le sera probablement aussi avec ses matières premières. Sacrée reterritorialisation, de voir les maisons déménager elles-mêmes, ou en tout cas tout ou partie, et en tout cas les matériaux. Laurent Pinon, merci beaucoup pour ce début de témoignage. Enfin, je pense qu'on aura besoin d'en reparler. C'est important. On a des choses qui bougent
À Miquelon, on voit bien qu'il y a beaucoup de territoires qui se posent des questions, mais qui n'en sont pas encore à ce stade. Donc c'est vraiment important pour eux qu'on puisse documenter tout ça. Merci Laurent pour ce partage. Merci Sylvain pour l'intérêt dans ce beau projet. À bientôt.